passe à Cergy-Pontoise, qui est donc l'école où j'ai fait mes études. Parce que même si la 4e de couve ne disait pas la jeune artiste, c'est moi, on s'en doute assez vite, je pense. Et Cergy-Pontoise, c'est une ville donc, qui est à une trentaine de kilomètres de Paris, qui a été construite dans les années 70 et qui était pour moi très intéressante à ce moment-là parce que c'était évidemment assez loin. Il n'y avait rien d'autre à faire qu'être dans l'école une fois qu'on était là. Nous étudiants, et du coup ça nous mettait un peu au pied du mur, je pense, pour se demander ce qu'on faisait là et essayer de se faire une raison d'être là et de vraiment d'en profiter, d'en tirer parti, de faire des choses, voilà, parce que finalement le fait qu'il n'y ait rien autour, qu'il n'y ait pas de galerie comme par exemple aux Beaux-Arts de Paris, je pense que c'est ça doit être une expérience extrêmement différente d'être étudiant aux Beaux-Arts de Paris, parce que c'est au cœur d'un quartier voilà, historique. À Saint-Germain-des-Prés, il y a énormément de cinéma, de galeries, enfin on est au cœur de Paris, quoi. Alors qu'à Cergy, c'est tout le contraire. Il y avait à peu près rien d'intéressant pour des étudiants, à part en effet ce fameux centre commercial pour aller acheter des trucs dont on avait besoin éventuellement pour bricoler. Mais donc c'était un peu une sorte de no man's land, tout était à inventer, en tout cas moi je le ressentais un peu comme ça. Il n'y avait pas du tout ce passé prestigieux, écrasant qu'il peut y avoir dans des lieux chargés comme l'école des Beaux-Arts à Paris. C'était vraiment voilà, un bâtiment récent, moche, qui n'avait aucun caractère, dans un lieu qui lui-même enfin, était fonctionnel. Enfin, moi j'avais ce sentiment-là. Et donc ça permettait d'inventer des choses. Et en plus, il y avait le trajet dans le RER qui compte beaucoup, parce que c'était un temps pour rencontrer les autres étudiants et pour lire et pour penser aux travaux en cours. On pourrait dire que c'est une sorte de récit d'apprentissage un peu, qui commence dans le TRAC pour aller passer le concours de l'école, dans le RER, et il se termine aussi dans le RER avec aussi une forme de TRAC, mais plus tout à fait le même, parce que c'est cette fois pendant les études pour aller présenter un petit film artisanal fabriqué avec 2 camarades. Et il est né de l'envie de raconter ce parcours entre le moment de l'envie d'aller vers le monde de l'art, pour dire ça assez rapidement, en tout cas le désir et l'intérêt pour ce monde, et puis la rencontre en fait avec les autres étudiants, la découverte de leurs travaux, la rencontre avec certaines œuvres, comment tout ça finalement constitue la jeune artiste du titre, lui fait découvrir de plus en plus de choses, et avec toujours ce côté flottant, parce que ce qui m'intéressait aussi, ce que j'avais envie de décrire dans ce livre, c'était ce truc très informel de l'enseignement artistique, c'est-à-dire on est bombardé de références, de choses à aller voir, à lire, etc. Donc c'est un moment où il faut s'ouvrir, accumuler, et puis quelquefois ça fait écho, quelquefois pas du tout, on comprend pas encore évidemment certaines choses, on n'a pas, mais c'est pas grave, on se lance comme ça, un peu de manière autodidacte finalement, bizarrement, alors que c'est une école, il y a un côté un peu, chacun doit trouver sa place, donc c'est un peu un self-service d'une certaine manière, avec quand même des heures de cours, l'histoire de l'art notamment. Et donc ça raconte un peu tout ça, ce côté un peu chaotique, y compris du décor de l'école, quoi, dans les ateliers, ces sortes de fatras d'objets, etc. Et puis de peur aussi, de peur de ne pas y arriver, d'essayer
se rassembler, de concentrer ses idées pour arriver à produire des formes, parce que c'est ça qui demandait. Moi j'ai adoré ce moment des études, parce que je viens pas d'une famille où l'art avait une place, donc c'était très nouveau pour moi. Et j'ai adoré aussi, en effet, la possibilité de rencontrer des gens qu'on rencontre nulle part ailleurs, en fait, et qui suivent leurs obsessions, qui creusent un sillon de manière, en effet, complètement obsessionnelle, parce que l'école, elle est là pour encourager à ça, pour trouver un langage personnel, et souvent ça passe par l'exploration de ces obsessions-là, en fait, le fait de styliser les choses, d'aller toujours plus loin, de se documenter sur un truc qui va intéresser telle personne, voilà. Donc c'est un laboratoire, enfin c'est un moment d'expérimentation, en fait, où ce penchant obsessionnel est un atout, est encouragé, en fait. C'est de ça qu'il faut partir pour développer, on l'espère quand on est étudiant, un vocabulaire personnel, en fait, le début d'un travail. Donc en fait je décris en effet un petit peu ça, c'est-à-dire quand on ouvrait les salles de l'école, les ateliers, on avait de temps en temps des visions, des bribes de ce qui était en train de se fabriquer ou d'un accrochage, et on découvrait ces travaux in progress en train de se faire, donc quelquefois en effet des accumulations d'objets ou des toutes petites photos accrochées au mur. Enfin, je décris comme ça quelques œuvres des autres étudiants de l'époque, parce qu'elles m'ont autant impressionnée et marquée, j'y pense encore aujourd'hui, que certaines œuvres d'artistes plus connues ou reconnues, dont je parle également, qui ont été pour moi fondatrices. Voilà. Donc j'essaie de décrire cette surprise, cette excitation aussi de la découverte sur place de ce qui est en train de se fabriquer juste à côté, autour, avec des gens qui réfléchissent aussi et qui tout d'un coup concrétisent formellement leurs idées. Pour moi, l'humour est tout à fait inhérent à l'écriture. C'est un ingrédient obligatoire, je pense, enfin pour moi, parce que je regarde tout ça avec beaucoup d'amusement, avec tendresse, je crois, et puis je crois que, en fait, c'est pour ça que j'ai donné ce titre, La jeune artiste, c'est que j'ai cette impression d'être toujours dedans-dehors, en fait. De regarder tout ça avec une forme d'ironie, quelquefois, ou de... Je sais pas si ironie c'est le bon mot, mais de distance amusée. Et puis... ça me touche vraiment, en fait, ces travaux-là m'ont souvent bouleversée, etc. Donc il y a une double attitude, en effet, enfin une envie de pouvoir rire de ça, y compris de moi-même, évidemment. C'est un peu ce que je raconte dans les vernissages. Après, il y a un peu tout ce côté plus social, mondain, de la vie d'un jeune artiste, qui passe aussi par là. Et que je regarde toujours en étant à la fois en faisant partie du groupe, et puis en étant observatrice aussi, quelquefois distanciée de ça, avec un peu de distance. Et je pense qu'à un moment donné dans le livre, je parle des cartels dans les musées ou les expositions qui tentent de donner quelques clés sur l'œuvre d'un artiste en introduisant des éléments biographiques. Et puis ça se termine un peu là-dessus, où je reviens aussi sur quelques éléments qui me permettent de comprendre a posteriori aujourd'hui
ce qui a été déclencheur, on va dire. Et donc, ce qui a été déclencheur, c'est mon milieu familial, comme souvent, et le fait que mon père avait beaucoup d'appréhension justement par rapport à l'art en général, en fait. Tout ce qui, pour lui, représentait la bohème, côté déstructuré, fantaisiste, marginal. Enfin, bon, c'était pour lui quelque chose de marginal, c'était horrible, quoi. Enfin, c'était une sorte d'insulte. Et pourquoi j'en viens là? Je pense qu'en fait, j'ai un peu chopé de sa moquerie aussi, vis-à-vis de ces milieux-là. C'est-à-dire que, bien sûr, je m'en suis détachée de son regard critique, puisque je suis allée vers ce monde, et en même temps, je pense que quelque chose a dû s'imprimer en moi de son attitude un peu dédaigneuse, enfin voilà, donc il y a, en tout cas, la façon dont il pouvait se moquer de ça, des artistes, je pense que ça a infusé quelque part aussi dans mon regard, tout en m'incluant dans ce groupe. Voilà. La quatrième de couve, en fait, elle arrive toujours à la fin. Enfin, en tout cas, moi, j'y avais pas pensé dès le début, mais je savais qu'il faudrait à un moment donné proposer quelque chose. Et puis, j'ai toujours aimé cette phrase, Madame Bovary, c'est moi. Je sais pas, c'est vraiment... Voilà. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais au fond, c'est pas la peine de passer par 4 chemins. Le livre n'est pas écrit à la première personne. Le sujet, c'est un on un peu global qui cherche à justement s'inclure dans un groupe, une famille, enfin un ensemble, de manière un peu impersonnelle, et en même temps c'est une façon de dire que ce que vit cette jeune artiste, ça n'a rien d'exceptionnel, c'est tous les gens avec qui elle traverse cette expérience au moment des études, plus ou moins vivent la même chose, etc. Et donc je trouvais que c'était, d'ailleurs, j'ai pas pu l'écrire à la première personne parce que j'avais l'impression que c'était déjà évident qu'il s'agissait de mon expérience, et que si en plus je disais je, ça aurait été trop. Et puis c'est vrai que le titre, en fait, ça fait référence aux œuvres de certains artistes justement qui se déguisent et se photographient dans la posture de différents personnages. Enfin, c'est aussi une référence à plein de... Je sais pas, j'ai pensé à Cindy Sherman, aux premiers travaux de Christophe Boltanski, à Michel Journiac, enfin voilà, plein d'artistes comme ça qui se sont mis en scène de manière assez humoristique quelquefois, dans d'autres rôles. Parce que j'avais assez envie qu'on ne sache pas très bien qui parle, et puis que de temps en temps quand même, il y ait elle qui vienne, et une fois ou deux, je crois, enfin voilà, parce que je dis la jeune artiste, ou dans ma cuisine, etc. Et sur la quatrième de couve, bien sûr, mais que ce soit suggéré, voilà, sans plus. Mais j'aimais bien ce on qui, pour moi, résume un peu le moment où tout ça est en formation, c'est pas encore très défini, soi-même en tant que futur ou aspirant artiste, quand on est étudiant, on ne sait pas très bien en fait comment réagir, comment répondre au regard des enseignants, comment trouver sa place, comment se débrouiller avec les conseils, les impressions qui sont données, les critiques. Ça ne parle pas de manière, comment dire, frontale de la réception des œuvres, mais un peu dans la mesure où j'évoque le fait que quelquefois les gens, les profs en l'occurrence, pouvaient dire une chose et son contraire. Et qu'en fait à l'intérieur de ça, il fallait rester un peu solide, tout en étant, à mon avis,
réceptif à ces remarques. Donc, et le on, pour moi, ça raconte un peu ça résume ce truc un peu flottant, un peu chewing-gum du début, où on fait des choses, on jette des pistes un peu comme des bouteilles à la mer, sans savoir, en ayant l'impression d'être sur un sol complètement mouvant, sans savoir si ça a de la valeur, si c'est abouti, si ça a du sens, si c'est bien, si c'est pas bien. Et d'avoir des surprises avec ça. C'est-à-dire, en effet, à un moment, j'évoque ce truc d'avoir son échelle de perception bouleversée, où tout d'un coup, on montre quelque chose qu'on trouve pas bien, et puis ça suscite un intérêt, donc d'être surpris de ça, et à l'inverse, d'avoir travaillé longtemps sur, je sais pas moi, un dessin qu'on a bien peaufiné, etc. Et rencontrer une espèce de regard un peu critique, un peu indifférent, voilà, et d'être surpris. Donc ce on, il est l'expression de l'individu en construction, en fait. Et qui fait encore partie d'un groupe qui a énormément besoin des autres étudiants, des autres œuvres, pour se constituer, en fait. Comment un travail se fabrique, s'affirme, évolue, c'est beaucoup, enfin, en tout cas pour moi, ça a été ce moment d'enseignement qui a été tellement important, et qui était un collectif, en fait. Un collectif que j'avais pas choisi, parce que ce sont encore une fois des rencontres, mais c'est beaucoup le fait de partager aussi avec d'autres jeunes personnes cette envie de faire de l'art, quoi. Enfin, je raisonne de la même façon que quand je fais un film, et je raisonne beaucoup en termes de montage, en fait. J'y pense beaucoup avant, comme c'est le cas pour un tirage photo, ou une série, ou une vidéo. Et j'ai besoin, avant de commencer, d'entrevoir une forme générale, d'avoir le début, et puis un peu la fin quand même. Et disons que voilà, j'ai besoin de poser un cadre qui soit pas trop rigide, évidemment, parce que si c'est trop... si la vision de départ est trop précise, il n'y a plus qu'à remplir des cases, et c'est pas intéressant, en fait. Ce qui est intéressant quand on commence un film, un livre, une œuvre d'art, c'est d'avoir une vision, et puis de cheminer au fur et à mesure en ayant des surprises. Donc je travaille de la même façon, je crois. Ouais. C'est vraiment pour moi du montage, en effet, essayer de faire que les choses se répondent, s'enchaînent plus ou moins, qu'il y ait quelquefois des ruptures, qu'on ne comprenne pas pourquoi on passe d'un sujet à un autre, par exemple. Parce que je fais confiance à ces intuitions des associations d'idées, en fait. Mais en général, elles se... comment dire... soit elles trouvent leur place et ça a du sens, soit je décale ce chapitre ou ce paragraphe, et puis je le mets à un autre endroit, mais... Et puis il y a des chutes, il y a des trucs que j'enlève. Donc oui, c'est un peu pareil. Enfin pareil. Finalement, le fait que ce soit un livre, que ce soit un texte, pour moi n'est pas très différent dans les questionnements qui sont les miens de si je travaille en images, ou si je fais une exposition ou une série d'œuvres sur